Aujourd'hui, on va décortiquer le juego des positions, ce qu'on pourrait appeler la science cachée qui régit une bonne partie du football moderne. On va essayer de voir ensemble comment des principes qui sont presque géométriques peuvent transformer ce qui ressemble à du chaos sur un terrain en une chorégraphie millimétrée. La vraie question, elle est là. Comment est-ce qu'une équipe arrive à bouger avec une telle synchronisation, une telle intelligence collective, et souvent sans échanger un seul mot? La réponse, en fait, elle se trouve dans une philosophie de jeu bien précise. Et tout, absolument tout, part de cette idée très forte. Dans ce système, le ballon n'est pas l'objectif numéro un, non. C'est un outil, un appât pour manipuler l'équipe adverse, pour la forcer à bouger, et du coup créer les espaces qu'on cherche à exploiter. Alors, pour bien comprendre cette manipulation, il faut d'abord réussir à visualiser la structure qui soutient tout le système. Imaginez une sorte de grille que personne ne voit à la télé, mais que les joueurs, eux, ressentent à chaque instant. Et là, voilà, cette fameuse grille. C'est un peu le plan d'architecte du système, popularisé par Pep Guardiola. Le terrain, ce n'est plus juste un rectangle d'herbe. Non, c'est une mosaïque de 20 zones bien définies. Et chaque joueur sait exactement où il doit se trouver, non pas dans l'absolu, mais toujours par rapport à la position de ses coéquipiers et du ballon. Ce qui est assez fou, c'est que toute la force de ces systèmes complexes repose en fait sur des règles d'or très simples. C'est son code source si on veut. Ces quelques contraintes, elles assurent que l'équipe a toujours une structure équilibrée, qu'il y a toujours des options de passe et qu'on évite les embouteillages. C'est comme si la grille respirait avec l'équipe. Et pour illustrer l'importance de cette discipline, il y a un exemple brillant. Chez Mikel Arteta, à Arsenal, on a poussé le concept tellement loin qu'un joueur qui fait quelques pas dans la mauvaise zone est considéré comme quelqu'un qui pollue l'espace. Il sabote littéralement la tactique. Le but, ce n'est pas d'interdire le mouvement, c'est de s'assurer que chaque déplacement est intelligent et parfaitement coordonné avec les autres. Bon, maintenant qu'on a la structure, à quoi elle sert concrètement ? Il ne s'agit pas de faire des passes juste pour faire des passes. Le but, c'est de créer des avantages très spécifiques. On appelle ça le trinôme des supériorités. En fait, chaque action d'équipe vise à obtenir l'un de ces trois avantages. Le surnombre, la supériorité numérique pour faire avancer le ballon en sécurité, l'avantage positionnel pour casser les lignes de la défense et l'avantage qualitatif pour mettre un joueur exceptionnel dans les meilleures conditions possibles, souvent en 1 contre 1. Et cette supériorité positionnelle, elle est particulièrement dévastatrice dans ces zones qu'on appelle les demi-espaces. Les données sont formelles. Une action qui part de là a une valeur attendue bien plus élevée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle met la défense face à un choix impossible. Soit un défenseur sort sur le joueur et libère un espace immense dans son dos, soit il reste et laisse le joueur se retourner et faire face au but. C'est dévastateur. Alors, pour arriver à créer ces supériorités, il y a un concept tactique qui est absolument fondamental. C'est la pierre angulaire de la circulation du ballon dans ce système, le fameux troisième homme. C'est une logique toute simple, en triangle, mais elle est redoutable. Plutôt que de tenter une passe directe et difficile, on passe par un joueur intermédiaire, un relais, pour libérer un troisième joueur plus loin. En gros, c'est l'art de trouver l'homme libre, non pas avec la passe qu'on voit, mais avec celle d'après. C'est voir un coup d'avance. Mais attention, ça ne s'arrête jamais. Les meilleures équipes du monde, elles sont déjà en train de travailler sur l'étape suivante, le quatrième homme. Là, on passe de la réaction à l'anticipation pure. Il ne s'agit plus de prédire la prochaine passe, mais celle qui va suivre, créant un décalage que les défenses ont un mal fou à gérer. Ok, donc on a la grille, les supériorités, le troisième homme, mais comment est-ce qu'on assemble tout ça pour démanteler un bloc défensif bien en place ? On passe à la phase d'application. L'idée générale, c'est de voir la défense adverse comme un élastique. Il faut tirer dessus dans 2 directions opposées en même temps. On les tire sur la largeur, en collant des joueurs à la ligne de touche, et on les tire en profondeur, avec des courses vers le but. Et l'espace, l'objectif ultime, il apparaît mécaniquement au milieu, là où l'élastique est le plus tendu. Rien n'illustre mieux cette idée que cette consigne célèbre de Guardiola. L'ailier ne va peut-être pas toucher le ballon, mais sa simple présence sur la ligne de touche va immobiliser un défenseur, et donc créer un espace vital pour ses coéquipiers ailleurs. C'est un travail de l'ombre, un sacrifice, mais il est absolument essentiel au système. Ça, c'est la manœuvre classique du jeu de position. On va surcharger un côté du terrain, on va faire des petites passes, on va inviter l'adversaire à venir nous presser, à mordre à l'hameçon, et une fois qu'il est tombé dans le piège, une fois qu'il s'est bien concentré de ce côté-là, hop, on renverse le jeu le plus vite possible pour trouver le joueur qui a été complètement libéré de l'autre côté.
Et encore une fois, les statistiques le prouvent. Les courses qui viennent de l'intérieur, ce qu'on appelle les underlaps, sont bien plus efficaces que les débordements classiques par l'extérieur. Ce n'est pas juste une question de style, c'est un avantage statistique qui est clairement mesurable. On arrive maintenant au sommet de la pyramide, le point culminant, l'objectif final vers lequel convergent tous ces mouvements, toutes ces règles et tous ces concepts parfois un peu complexes. Ce chiffre, il est juste stupéfiant quand on y pense. Les 3/4 de la communication entre les joueurs se font sans un mot, par des regards, des postures, des micro-ajustements. C'est une forme d'intelligence collective silencieuse, une synchronisation qui peut paraître presque télépathique, mais qui est en fait le fruit de centaines d'heures de répétition. Et le voilà, le but ultime. Tout ce travail, toute cette structure, toute cette géométrie, tout ça n'a qu'un seul et unique objectif, créer un instant de pure clarté au milieu du chaos. C'est ce moment magique où le mouvement de toute l'équipe converge pour ouvrir une minuscule fenêtre, 1 mètre carré d'espace qui va permettre la passe qui change tout. Et on termine sur cette pensée qui, je trouve, résume parfaitement toute la philosophie du jeu de position. Cette structure qui peut paraître rigide, elle n'est pas là pour brider la créativité ou le talent. Bien au contraire. Elle est là pour créer les conditions parfaites, le cadre idéal pour que le génie puisse s'exprimer de la manière la plus libre et la plus dévastatrice possible. C'est la structure qui libère le talent.